Vous êtes Serge? Oui. Et donc, toi, c'est Stéphane. Ici, c'est chez moi. Vous êtes dans ma maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog qui reviendra sur un nouveau film de Sébastien Marnier. Sébastien Marnier, c'est un réalisateur français que j'apprécie pas mal, qui traite de la saloperie humaine profondément, ou qui traite en tout cas de traits plutôt sombres de l'humain. Il a commencé avec Irréprochable, qui est avec Marina Foïs, que j'adore. Ses deux premiers films, Irréprochable et L'heure de la sortie, il faut absolument que vous les regardiez, pour moi c'est des chefs-d'œuvre. Irréprochable, c'était donc avec Marina Foïs, qui était une femme qui s'inventait plus ou moins une vie et qui avait une sorte de relation d'amour-haine avec une nana qui incarnait tout ce qu'elle avait envie d'être finalement. Et tu sentais que on voulait te montrer qu'elle était malsaine, mais en même temps que c'était une vraie anti-héroïne, que tu devais avoir envie en principe de la voir s'en sortir. Et L'heure de la sortie traitait du mal-être des adolescents et de comment est-ce qu'ils perdent l'espoir, notamment la nouvelle génération actuelle. Et là également, t'as l'impression qu'en fait, il les regarde et il te montre, mais il ne juge jamais. Il y a quelque chose dans le cinéma, je trouve, de Sébastien Marnier qui fait « Oui, je vous montre de la saloperie humaine, mais il faut bien comprendre que vous avez tout ça au fond de vous et que c'est pas forcément les pires êtres humains du monde que vous êtes en train de voir là maintenant. Ils ont aussi leur part de beauté, leur part de machin, et ils ont aussi leur part d'excuses, et ils ont aussi leur etc. etc. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très intéressant avec son cinéma. Et il revient donc maintenant avec L'origine du mal. L'histoire, c'est que une jeune femme appelée Stéphane, c'est un truc particulier dans le film, toutes les femmes ont des noms de mecs presque. Stéphane a une petite vie pas forcément extraordinaire, elle travaille dans une usine où elle met du poisson en conserve. Elle n'a jamais rencontré son père et le film démarre lorsqu'elle arrive enfin à le retrouver et qu'elle décide de prendre contact avec lui et d'aller à sa découverte. Elle va arriver dans la petite île dans laquelle vit le patriarche et sa femme et sa fille, sa petite fille, qui vivent dans un grand manoir gigantesque et qui sont tous complètement barrés. Il y a des squelettes dans absolument tous les placards de la maison, ils ont tous un certain degré de pète au casque, en partie aussi ils jouent un rôle, aucun n'a vraiment envie d'être là, la mère a envie de se barrer et finalement elle reste ici à jouer l'épouse. Et cela va donner lieu à un thriller où les relations entre les différents membres de la famille vont commencer à se tisser, vont parfois aller dans des directions dans lesquelles on s'attendait pas à les voir aller. On va avoir énormément de révélations sur l'histoire de cette famille, et bien entendu, ces mystères et ces intrigues arriveront à leur apogée dans le climax, où tout sera résolu. Je vais être honnête, c'est pas à mon sens le meilleur de Sébastien Marnier, mais c'est un très bon film de Sébastien Marnier. C'est juste que j'ai eu des telles claques avec Irréprochable et avec L'heure de la sortie, que pour le coup celui-ci me semble plus classique dans l'esprit de beaucoup de films, notamment, enfin même si on regarde dans les whodunit avec le à couteau tiré de Rian Johnson, ça fait aussi penser à certains films français qui traitaient justement de questions de classe notamment, et de familles séparées par les classes. Ça rappelle en bonne partie La vie est un long fleuve tranquille. J'aurais peut-être un reproche à faire sur une critique un peu générale avant de rentrer un peu dans le détail. Évidemment, du coup, comme c'est un thriller, c'est un mystère, et donc il y a des révélations qui vont arriver plutôt vers la fin du film. Et le souci, c'est que j'ai immédiatement vu où est-ce qu'on allait en venir. Je vais créer du coup une petite section spoiler pour éviter que tout le monde se fasse gâcher le truc. Donc voilà, maintenant elle est lancée. En principe, plus personne qui n'a pas vu le film ne regarde cette partie de la vidéo. La révélation finale est donc qu'en vérité... C'est bon, tout le monde a arrêté? La révélation finale est donc qu'en vérité, Stéphane n'est pas Stéphane. Stéphane s'appelle Nathalie, et en vérité, Stéphane, c'est sa copine, la meuf qui est en tôle, jouée par Suzanne Clément. J'étais super content de voir Suzanne Clément dans un film français, j'adore cette actrice. Je l'ai découvert dans Les Dolan, évidemment, comme à peu près tout le monde. Et j'aime beaucoup la voir débarquer en France pour faire certains rôles. Le truc, c'est qu'en fait, il y a une scène qui est en tout début de film où elle rend visite à sa copine en prison, et elle lui demande des infos, et l'autre elle la joue en mode non mais il s'est rien passé, et quand tu regardes la scène au début tu te dis en gros elle garde sa secret pour lui faire la surprise, tu vois, genre, non il s'est rien passé, j'ai juste rencontré mon père, c'est ah mon dieu t'as rencontré ton père, etc. Et en fait ça vient jamais. Et en fait quand j'ai vu cette scène là j'ai fait ah d'accord, donc sa copine c'est la vraie Stéphane. C'est dommage, j'ai immédiatement senti venir. Tu fais cette scène là et à aucun moment elle parle du fait qu'elle a retrouvé son père. C'est évident. Enfin, c'est évident quel est le secret qui est caché maintenant. Enfin, je sais pas si
il a mis cette scène-là pour vendre le truc, comme un indice, ou s'il s'en est pas rendu compte, quoi. Ou est-ce qu'il pensait que ça allait mettre quelques doutes, et en fait, il s'est pas rendu compte que ça vendait complètement la mèche. Mais pour moi, cette scène, elle gâche tout le mystère, quoi. Dès que cette scène est arrivée, j'ai fait « Ah bah oui, évidemment, c'est sa copine ». Mais clairement, c'était pas le cas du reste de la salle, parce que quand on arrivait à la scène qui vraiment te montre le début des manigances, la scène où sa copine l'appelle Nathalie et non pas Stéphane, j'ai eu le couple à côté de moi, là, le couple de jeunes, qui la nana s'est penchée et fait « Ah, mais en fait, c'est pas elle, la fille, c'est elle, etc. » Je me suis dit « Ah, donc tout le monde n'avait pas compris dès cette scène, d'accord, très bien. » Et j'ai continué à regarder le truc. C'est peut-être ça, en fait, qui m'a un peu gêné et qui fait que je suis pas autant rentré dans le film qu'après l'heure de la sortie ou Irréprochable. L'heure de la sortie Irréprochable, jamais j'ai vu où est-ce que ça allait m'emmener. Jamais. J'ai toujours vu que les personnages étaient un peu instables, et que du coup je savais pas trop où est-ce que ça pouvait aller. Genre même les gamins, dans l'heure de la sortie, tu sentais que les gamins étaient pas bien dans leur tête, et à tout moment tu te demandais mais est-ce qu'ils vont bien, ou est-ce qu'à un moment ou un autre, il y en a un qui va égorger l'autre et récolter son sang pour faire une cérémonie au dieu de la lune, ou je sais pas trop quoi. Enfin, tu te demandais vraiment quand tu voyais ces gamins, est-ce qu'ils étaient bien dans leur tête, ou est-ce qu'ils avaient vraiment un problème en fait. Et du coup j'ai jamais vu venir les retournements, et là dans ce film-là, je l'ai senti tout de suite. Le fait que ça allait pas être elle, la fille, mais que ça allait être sa copine, c'était évident, mais évident quoi. Ça m'a assailli le cerveau dès le début. Donc j'ai vu le reste du film plus en mode bon alors c'est quoi les secrets bizarres, qu'est-ce qui se passe dans cette famille, qu'est-ce qu'il a le patriarche là, est-ce qu'il a vraiment des trucs, tu découvres vraiment des trucs de ouf avec le père, mais enfin de ouf. Rien d'extraordinaire quoi, c'est pas un ancien SS qui s'est caché après la chute de l'Allemagne nazie, mais ouais, et tu découvres il y a des moments où il sort des répliques et tout, et tu fais ah d'accord. D'ailleurs, niveau famille, ça m'a rappelé des trucs que pouvait sortir mon grand-père, par exemple. J'ai eu beaucoup de soucis par rapport à mon grand-père paternel. Et typiquement, le genre de réplique que sort le Serge, par rapport à la bonne, si vous avez vu le film, la réplique qui sort par rapport à la bonne, c'est typiquement ce qu'aurait sorti mon grand-père, et du coup, j'ai vu je vois qu'on a eu les mêmes familles, Sébastien Marnier. Je vois que ton inspiration, elle est... je sais d'où elle vient. Oui, fin de spoiler. J'ai complètement oublié de marquer la fin de la catégorie spoiler. Oui, fin de spoiler. Un petit peu comme dans La vie est un peu tranquille, ce que je disais donc au début, t'as l'impression vraiment qu'il ne juge pas, parce que même les personnages qui seraient définis comme étant les plus positifs du film ont un fond particulièrement obscur et malsain, et parfois des motivations qui sont pas du tout les bonnes, mais qu'on peut quand même comprendre et avec lesquelles on peut, et qu'on peut partager. Donc il y a quelque chose que je trouve d'assez fascinant avec son cinéma, c'est il arrive toujours à te montrer quelque chose d'assez malsain et en même temps quelque chose d'assez accueillant malgré tout. Enfin c'est très particulier. Ça se retrouve en bonne partie dans certains choix du film, notamment certains choix de décors qui vont être à la fois des grands manoirs assez accueillants sur le principe, et en même temps des trucs assez sombres et glauques. Il y a des travails de couleurs par exemple qui sont extrêmement étonnants et qui mettent un peu qui foutent un peu le malaise. Il y a tout un salon qui est donc les meubles sont principalement blancs et les murs aussi, mais le tissu des chaises et des coussins, c'est du vert quelque chose, un vert assez malsain, assez crade, j'ai envie de dire vert pourri, vert décomposition, un truc dans ce genre-là quoi. Il y a un escalier en colimaçon, bon, plus ou moins colimaçon, un escalier en spirale en marbre. Et le mur derrière, c'est de la pierre couleur saumon. C'est le truc le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. J'ai rarement vu une association aussi ignoble que l'escalier de marbre blanc avec le mur saumon derrière. C'est infect, c'est dégueulasse. La plupart des pièces dégueulent parce qu'il y a tout un truc avec le fait que la femme du patriarche qui s'appelle Louise, la femme, pas le patriarche. Comment il s'appelle le patriarche? Parce que je vais pas l'appeler comme ça pendant tout le truc. Serge, voilà. Donc la femme de Serge, Louise, achète tout un tas de conneries et de bibelots et de machins, et en fait toutes les pièces dégueulent d'objets. Je crois pas qu'il y a cette maladie, qu'il y a des gens qui ont une maladie particulière qui les empêche de jeter tout, n'importe quoi. Donc ils conservent tout, et du coup leurs maisons deviennent des trucs dégueulasses. Je crois pas qu'elle en soit à ce niveau-là, mais on donne une autre explication. Mais c'est vrai que du coup ça donne quelque chose d'assez étouffant en fait à toutes les pièces. Toutes les pièces sont surchargées, toutes les pièces sont des trucs dégueulasses, des fleurs dorées gigantesques et des machins. Enfin, c'est assez particulier. Et il y a autre chose aussi dont je me suis rendu compte que vers la fin du film, mais en fait quasi tous les environnements du film sont remplis de prédateurs. Quelque chose qui va inconsciemment te mettre un petit peu mal à l'aise. Le premier plan qu'on a sur le manoir de Serge et Stéphane qui débarque à l'intérieur,
il est marqué par les 3 énormes Doberman, Rottweiler, Labrador, je les ai pas vus d'assez près pour savoir quelle était la race, mais c'est ces 3 chiens, 3 molosses, tout noirs, énormes, qui passent à côté, qui les attaquent pas. Mais du coup, en voyant le truc, je m'étais dit, tiens, il doit y avoir un setup payoff, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur les chiens? Et en fait, c'est parce qu'on insiste sur tous les prédateurs. Il y a des chiens et des animaux empaillés, des chats aussi empaillés, il y a des oiseaux de proie, il y a une tarentule gigantesque qui est encadrée dans le bureau de Serge, qui traîne derrière le siège où est assis Stéphane. Et du coup, tout ça t'aide à être naturellement dans un état d'esprit qui est plutôt pas confortable, quoi. Tu vois des éléments à l'image partout qui sont des éléments que t'es pas censé apprécier. Typiquement, dans les petits trucs qui mettent mal à l'aise, la première scène où Stéphane rencontre son père, il y a une femme qui est assise à côté, et elle va être importante pour le reste de l'histoire, mais au début on la présente pas, et tu vois juste le père et sa fille qui sont assis à une table, et sur le bord du cadre, tu vois une nana qui est tournée et qui les dévisage. Et au début, j'ai vu le truc, je me suis dit, ça doit être une figurante qui était là pendant qu'il tournait, et Sébastien Marnier a lui demandé, regardez le couple, parce que ça nous mettra mal à l'aise. On va voir quelqu'un qui est en train de les dévisager, on sait pas pourquoi on les dévisage comme ça sur la terrasse, pourquoi cette femme est là en train de les dévisager. Et en fait non, elle est importante dans l'histoire derrière, donc c'était un peu au-delà de ça. Mais il y a de ça, quoi. Vous voyez l'idée, pendant une scène, t'as quelqu'un qui est en train de regarder, de fixer nos personnages principaux, et on t'explique pas pourquoi. Ça met en malaise, tu sais pas ce qui se passe. Il y a un peu la même chose pour la musique. La musique est impossible à identifier. C'est du mélange d'instruments classiques, et en même temps, il y a des moments où il y a du clavier, donc du synthétiseur. Il y a aussi un moment qui est purement électro, où on fait de la musique, où en fait les percussions sont faites par le bruit du diamant d'un lecteur 33 tours qui se pose sur le 33 tours. Quand vous posez le diamant, ça fait bouf, il y a un bouf énorme, il y a un gros bruit, et il a récupéré ça, et ça fait le pou 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 pou, mais avec des bruits de 33 tours, des trucs dans ce genre-là. Et du coup, c'est ultra surprenant, et la musique se mélange quasiment jamais. T'as typiquement quand il y a eu 33 tours des bruits d'explosion de diamants 33 tours posés sur le truc, il met ça avec des cordes, je crois, des cordes frottées, donc des violons, mais qui tiennent une seule note et qui la tiennent très longtemps, un peu comme au début de The Dark Knight, avec le thème du Joker, qui est ça aussi, pour le coup, c'est même pas un archer, c'est un truc métallique, je crois, frotté sur les cordes d'un violon. Et c'est un peu la même chose, du coup, qui est faite ici, c'est une très longue note tenue pendant très longtemps par des cordes. Il y a certains morceaux musicaux qui vont être du piano, mais d'une part, le piano a l'air d'être désaccordé, et d'autre part, t'as l'impression que c'est David Guetta qui joue du piano, parce que c'est c'est quoi la mélodie? C'est quoi le truc exactement? Si vous comprenez pas, c'est parce que c'est une vieille blague des Guignols de l'information, David Guetta qui appuyait sur une seule note parce que c'était tout le truc qu'il savait jouer. Donc ça aussi c'est très bizarre, il y a aussi certaines compositions avec des cuivres, et le truc c'est toujours de mélanger des trucs qui sont pas cohérents au niveau par exemple de la temporalité, mais on va mélanger les cuivres avec le synthé par exemple, le clavier synthé, on va mettre le 33 tours avec le violon, et tu fais mais ça s'associe pas, c'est du son électro mélangé à du son ultra classique et ultra vivant, organique. Donc il y a quelque chose d'assez étrange, et comme tout est très trouble dans le film, comme il y a aussi ce côté mélange de classe avec une nana qui débarque de son usine et qui arrive dans la villa des riches, il y a ce côté gros mélange qui te fait aussi perdre tous tes repères, à la fois familier et en même temps absurde, ce mélange qui colle et en même temps colle pas du tout, enfin il y a quelque chose de très très cool, je trouve, en termes de musique, notamment. Évidemment, ça va passer aussi en partie avec la mise en scène. On va avoir énormément de plans caméra portée qui amènent du coup du chaos dans l'image, qui amènent une instabilité, et qui vont du coup aussi nous mettre un petit peu mal à l'aise, qui vont aussi transmettre un sentiment de réalisme, ce qui va aussi nous faire être plus pris et concernés par certaines situations. Quelques scènes qui sont filmées en plan séquence avec une caméra qui est très libre, qui se déplace, qui se glisse un peu partout, qui arrive dans les recoins, qui filme les personnages par-ci, par-là, etc. Souvent dans la durée. C'est pas du plan séquence spectacle, genre le plan séquence du combat du couloir dans Daredevil par exemple, genre là. C'est du plan séquence qui est là pour t'imprégner de l'atmosphère de la scène. Le premier plan du film, c'est on est dans les vestiaires des ouvrières de l'usine de mise en conserve de poissons. On se promène du coup là-dedans, c'est très humide parce qu'il doit y avoir des douches dans le coin, etc. Donc ça fait une ambiance qui est assez poisseuse aussi, assez particulière. La caméra avance très lentement. Pour le coup, je crois on n'est pas en épaule, on est sans doute plus dans une caméra sur un chariot, sur une dolly. Et du coup, il y a un côté un peu parfait
au mouvement, mais en même temps peut-être un peu steadicam, peut-être que ça bouge un petit peu, mais il y a ce côté aussi un peu parfait te montre un côté un peu malaise, un peu étrange, tu sais pas trop ce que tu viens chercher dans ce décor-là. Et après avoir filmé toutes les différentes femmes, passer dans tel couloir, tel machin, tu finis par arriver dans un angle où tu croises le personnage principal, et la caméra va se rapprocher, et va complètement l'isoler sur le mur est complètement vide, blanc. Les murs blancs, c'est quelque chose qu'on déteste en audiovisuel parce que c'est très compliqué à habiller, ça fait vide, mais parfois justement tu peux l'exploiter, et là typiquement tu la cadres juste sur un mur blanc peint, il y a juste quelques reliefs vite fait sur avec la peinture pour montrer la lumière qui passe sur le truc, mais ça fait un plan qui du coup isole complètement le personnage, tu sens le personnage complètement perdu, complètement dans sa tête, très travaillé par quelque chose manifestement. Ça te ramène un côté un peu malsain aussi, quoi. C'est tu t'entends pas les conversations pareil qui sont autour. Pareil pour la musique, il y a des bruits de grenouilles qui arrivent à certains moments, c'est très particulier, c'est très bizarre. Mais là pour le coup au début quand on est dans l'intro, tu entends toutes les femmes en train de se parler entre elles, et t'entends aucune conversation de façon claire. Les seules phrases que tu vas entendre de façon claire, ça va être celle sortie par Stephen, le personnage. Dans ça, t'entendras jamais aucun des autres personnages. Donc c'est assez intéressant, encore une fois, comme façon de traiter le truc. Et puis c'est là, justement, qu'il y a la note qui est tenue avec des cuivres, notamment, je crois, qui, pareil, c'est assez étonnant, assez particulier. Et les plans de caméra, en général, sont assez intéressants pour te mettre un peu mal à l'aise. Il y a un plan où Stéphane appelle son père, et tu vois le cadre 2,55 qui cadre une tapisserie moche qui rendrait fiers les sœurs Wachowski, dont c'est la spécialité. Il y a un petit croquis sur le côté qui est accroché, qui est le seul truc qui habille le mur, en dehors du motif du coup de la tapisserie. Et le personnage est très légèrement décentré, et du coup tu sens quelque chose aussi d'assez malsain juste dans cette façon de cadrer les choses, quoi. Le film est tourné au ratio 2,55, qui est un ratio qui est assez rare, parce que c'est en principe un ratio de format large 70 mm ou IMAX. C'est un petit peu plus large, donc un peu plus resserré sur le haut et le bas, et tu sens qu'il a choisi ça parce qu'il a envie de plus resserrer les personnages dans le cadre, qu'ils aient l'air un peu plus bloqués. Et le 2,55 c'est le format scope le plus large, donc le plus étroit aussi en hauteur. Et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ce format-là. Mais j'ai toujours du mal avec... Il y a quelques films où ce ratio a été utilisé pour donner un côté enfermé, et je trouve que ça a marché. Celui-ci, à mon sens, en fait pas partie. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce truc, qui disent « Ah, le scope, ça te compresse en hauteur », et tu te sens pas compressé en hauteur. C'est quand t'as autant de place en largeur, tu te sens pas compressé. Je trouve que personnellement que le 1.33, ça te fait te sentir beaucoup plus compressé. Et puis alors, il y a un énorme travail du split screen que j'avais pas du tout vu venir. J'ai pas regardé les bandes annonces. J'ai beaucoup suivi l'avancée du film parce que je suis Sébastien Marnier sur Twitter. Et du coup, j'ai vu je l'ai vu finir le script, je l'ai vu arriver sur le décor, je l'ai vu diffuser les premières photos de tournage, etc. J'ai vraiment vu le film naître petit à petit. Et du coup, j'ai pas regardé la bande annonce parce que je voulais pas trop en savoir. Et je savais pas qu'il y avait un tel travail sur les split screen, mais c'est vachement intéressant. Il y a tout un tas de scènes qui sont quelque chose qui est assez rare dans le cinéma, qui sont du multicaméra. C'est vraiment une scène où on a tourné plusieurs angles en même temps, alors qu'en principe, en cinéma, il y a une caméra. Parce que tout est fait pour passer correctement dans cette caméra. C'est le truc particulier, si vous vous demandez. Les séries, en fait, il y a un éclairage qui est généralement plus général, et du coup, tu peux te permettre de faire du multi-angle et d'avoir plusieurs caméras qui filment tout en même temps, parce que il y a une lumière générale, et la lumière, c'est la même pour toute la scène, quoi. Quelque chose d'un peu théâtral. La vieille télé, surtout. Et au cinéma, pour le coup, on tourne avec une seule caméra, il y a un seul angle, et du coup, on fait la lumière, l'habillage du décor, on va parfois déplacer des meubles, etc., etc., en fonction de cet angle particulier. C'est le gros truc du cinéma, il y a un angle, et c'est cet angle qu'on va travailler. Et donc, c'est très rare d'avoir des scènes qui sont en split screen, avec du vrai split screen, parfaitement synchronisé, parce que ça a été tourné en même temps, quoi. Et ça permet du coup de ne jamais lâcher les personnages, ce qui va aussi être assez malaisant. Tu peux jamais échapper presque aux personnages, et tu vois toutes leurs réactions, à part un ou deux moments où en fait il va faire des cuts dans le split screen pour passer d'un personnage à l'autre. Il va parfois ajouter des séparations en plus au split screen pour ajouter un nouveau personnage, etc., etc. Mais tu vas voir vraiment toute la scène en temps réel presque, et filmé sous différents angles, et c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez particulier, c'est presque un peu dérangeant. T'as pas l'habitude de suivre ça en fait au cinéma, et c'est vachement bien réalisé, notamment parce que il a parfaitement pensé ses plans pour que dans le split screen du coup les jeux de regard se correspondent quand même. C'est-à-dire qu'en principe t'as Stéphane qui est au bout de la table, t'as son père qui est de ce côté-là, t'as sa sœur et sa demi-sœur et sa belle-mère qui sont de ce côté-là, et puis t'as la plus jeune aussi qui est de ce côté-là.
Et en fait, elle est toujours dans le split screen du milieu, et le père et sa plus jeune demi-sœur, nièce, demi-nièce, sont de ce côté-là du split screen, et du coup, la mère et sa fille seront de ce côté-là du split screen. Et du coup, quand elle regarde du côté de son père, et elle regarde vraiment son père, quand elle regarde machin, il y a il y a une vraie maestria dans la gestion de ces split screens, qui en plus sont pas toujours juste un simple split screen au milieu avec deux images, t'en as parfois 3, 4. Ça te fait encore plus sentir ce côté temps réel, qui peut avoir un côté un peu oppressant et un peu stressant du coup quand on le regarde. Donc là aussi quelque chose de très intéressant dans la façon de cadrer. Pour terminer, j'avais un petit truc à aborder vite fait sur l'histoire, c'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes vendre ce film comme une comédie noire, je l'ai vu sur plusieurs tweets. Je vendrais pas du tout ça comme une comédie noire, je vendrais ça comme un thriller familial, sombre, avec certains personnages qui tirent plus vers la comédie. Le personnage de Dominique Blanc par exemple, elle a des répliques qui sont c'est d'un cassant absolument extraordinaire. C'est quand elle parle du coup de la mère de Stéphane. Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Il y en avait forcément de moins jolies que d'autres. Waouh, la vache. Ça me fait un peu penser à 8 femmes par exemple de François Ozon. C'est des bonnes piques de vieilles peaux là qui ont des vieux trucs qui macèrent au fond d'elles depuis des années et qu'elles ont bien envie de sortir là. C'est la bonne bile à cracher. Il y a quelque chose de très de génial à regarder. Mais ce personnage est le seul personnage qui, à mon sens, fait pencher le film en partie vers la comédie. C'est pas du tout une comédie sombre ou une comédie noire, il y a très peu de passages qui font rigoler. Il y en a qui sont rigolos. Il y a des passages qui font rigoler, mais c'est pas vraiment l'idée de base du film, quoi. Et puis du coup, on peut aborder les différentes actrices, notamment, parce que c'est principalement un film d'actrices. Donc il y a Laure Calamy. Apparemment, tout le monde l'a découverte dans Antoinette dans les Cévennes, mais j'ai jamais vu Antoinette dans les Cévennes, et donc du coup, je l'ai découverte dans ce film-là, en fait. Assez intéressante comme actrice. Je dis, mais j'allais commencer à le dire pour elle, et il va falloir que je le dise pour. Je trouve que tout le monde est un petit peu en deçà de ce qu'il pourrait proposer en termes de jeu, en fait. Est-ce que c'est parce que tout le monde était déstabilisé parce que c'était un tournage Covid, en plein milieu du Covid où vraiment tout était fermé, genre il explique que pour amener les objets, les différents accessoires qui ont rempli toutes les pièces, c'était super compliqué parce que tout était fermé à cause du Covid justement pendant ce tournage-là. Donc est-ce que c'était par rapport à ça? Est-ce que tout le monde était un peu mal à l'aise? Est-ce qu'il y avait un truc particulier par rapport au fait d'être proches les uns des autres pour jouer des scènes, etc. Mais je trouve que tout le monde est un tout petit peu en dessous de ses capacités. Laure Calamy, il y a certaines répliques comme ça où il y a des trucs où elle est sensationnelle, extraordinaire, et tu crois absolument à tout ce que tu vois. Il y a aussi une ou deux scènes où tu fais ça c'est un petit peu trop lu. Il y a un moment où Serge dit un truc par rapport à sa fille, je sais plus exactement quelle est la phrase, mais Dominique Blanc du coup, donc sa femme dans le film, arrive et lui sort une des phrases que j'ai trouvées les plus idiotes presque et les plus mal écrites que j'ai vues depuis très longtemps. Dans un film qui, grosso modo, regorge de bons textes et de bons trucs, c'est quand même assez surprenant. Elle s'approche de lui et lui fait « Si tu ne veux plus qu'elle respire, ça veut dire que tu préférerais qu'elle soit morte. » Et tu fais oui, merci Captain Obvious. C'est très particulier de sortir cette réplique-là. Surtout comme elle le sort, elle, t'as l'impression qu'elle sort une grande réplique, genre une grande réplique d'une grande œuvre littéraire, genre c'est un nez, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, etc. Mais c'est nul comme phrase, c'est super nul, quoi. Si tu veux pas qu'elle respire, ça veut dire que tu veux qu'elle soit morte. Dis simplement, tu voudrais que ta fille soit morte, espèce de salaud. Genre là, ça aurait eu plus d'impact qu'une phrase comme ça, c'était très particulier. Et il y a une ou deux phrases comme ça qui sont un peu particulières. Mais l'actrice qui m'a le plus déplu dans ce film, c'est Doria Tillier. J'ai jamais été ébahi par le jeu de Dora Tillier. Je trouve que elle a montré les limites de cette nouvelle mode qui s'était lancée il y a 10 ou 15 ans. La mode des on va mettre une nana ultra canon en Miss Météo sur Canal+, et ça va lui faire un tremplin pour devenir actrice ensuite. J'ai jamais compris le rapport entre Miss Météo et je veux faire du cinéma derrière. Pourquoi est-ce que l'un est un casting pour l'autre? Et Doria Tillier, dès qu'elle est arrivée, j'ai trouvé qu'elle était nulle. Dans c'était quoi? C'était le Grand Journal du coup, encore de Michel Denisot. Et après sa carrière extraordinaire en tant que Miss Météo, je l'ai toujours trouvé un petit peu nulle. J'imagine que pour vous la situation a pas dû être facile tous les jours, mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas revenir. Et en fait, je trouve qu'elle correspond exactement au personnage qu'elle joue dans ce film. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était un casting absolument parfait. J'ai toujours vu Doria Tillier se comporter comme ça. Je suis persuadé que Doria Tillier est ce genre de personne. Je la connais pas du tout, je l'ai jamais croisée de ma vie, j'ai aucune idée de qui est cette femme, mais quand je la vois, c'est ce qu'elle m'inspire. Et c'est ça le cinéma, c'est tu vois une personne, qu'est-ce qu'elle t'inspire visuellement. S'il y a quelqu'un qui correspond pas avec son rôle, c'est pour ça, c'est parce que tu la vois et tu dis non, cette personne-là, ça m'inspire pas, je la vois pas du tout jouer ça. Doria Tillier, je la vois complètement jouer ce qu'elle joue dans ce film. Mais c'est pareil, c'est pas extraordinaire comme
performance. Suzanne Clément, elle est parfaite, parce que Suzanne Clément est toujours parfaite. Et là, même la barrière de la langue, ou plutôt de l'accent, parce que c'est pas une barrière de la langue avec le Québec, mais la barrière de l'accent, du coup, lui pose aucun problème, encore une fois. Jacques Weber, ouais, il passe bien, mais c'est pas non plus sensationnel non plus comme performance, mais il passe plutôt bien. Et après, les autres actrices et acteurs, je trouve que tout le monde s'en sort plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques soucis parfois avec notamment les trois principales, donc Laure Calamy, Doria Tillier et Dominique Blanc, du coup. Je trouve que ces trois-là, il y a tout un tas de répliques où tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas vrai. Il y a une intonation qui va pas, il y a un truc, une inflexion, un machin. Voilà, c'était pas extraordinaire non plus comme performance. C'était pas nul non plus, hein, attention, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous faire croire que c'est nul comme performance. C'est pas nul, mais c'est à 95% au lieu de 100. Et tu sens le 5% qui manque, je trouve. Voilà donc pour ce que j'ai à dire sur L'Origine du Mal, le nouveau film de Sébastien Marnier, son 3e film donc, ce qui est assez intéressant parce que c'est un vrai accomplissement dans la vie d'un réalisateur. En France, en fait, c'est plutôt facile de faire un premier film, c'est plus compliqué de faire le 2e, et si t'arrives à faire le 3e, là t'as une carrière. Mais faire 1 ou 2 films, ça peut passer. Donc là, c'est son film pour embrasser pleinement sa carrière. C'est bon, ça y est, maintenant, Sébastien Marnier, en principe, il fera toujours du cinéma. Il réalisera à peu près toujours des films, parce que si t'as passé le palier des 3, en principe, tu peux en faire d'autres. Et je suis content, du coup, qu'il ait passé le palier, parce que même si c'est pas le meilleur qu'il ait fait, à mon sens, dans sa filmographie, je pense qu'il va nous proposer encore de très très bonnes choses. Ça me rappelle un peu Xavier Dolan, par exemple. Xavier Dolan, c'est un réalisateur que j'admire, que j'adore énormément. La plupart de ses films, pour moi, sont des chefs-d'œuvre. Il y en a toujours 1 ou 2, ou 3, 4 maintenant, parce qu'il commence à faire beaucoup de films, vu qu'il peut pas s'empêcher, il est hyperactif. Il y en a toujours 1 ou 2 qui sont un peu moins bons que les autres, quoi. Typiquement, Juste la fin du monde, je l'ai jamais revu de ma vie, j'ai aucune envie de revoir ce film, ça m'intéresse pas. Quelque part, c'est pas écrit par Xavier Dolan, donc c'est normal, il y a pas les éléments qui me parlent, c'est pas son cinéma. Il y a un truc particulier. Mais bon, enfin bref, c'est pas... Je suis donc content que Sébastien Marnier ait pu voilà, compléter son assise dans le cinéma. Il est là, il en fera d'autres, et les autres seront probablement encore meilleurs. Celui-ci, il était très bien, j'ai passé un très bon moment, et tu sens pas trop les 2 heures passer, un tout petit peu vers la fin. Mais tu sens pas trop les 2 heures passer, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le prochain. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce film. J'espère que ça vous aura plu, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!